Bonjour Laurent Fabius, Bonjour. ancien Premier ministre français. Merci d'être notre invité. Vous êtes un des piliers de la campagne de François Hollande. Aujourd'hui, il y a de nombreux Français qui ne peuvent pas partir pour les vacances de Noël parce qu'il y a une grève des agents de sûreté. Eva Joly, la candidate écologiste, a déclaré qu'il fallait imposer la négociation avant de faire grève. C'est la bonne réponse ? Écoutez, c'est vrai que cette grève gêne beaucoup de gens, et personne ne peut être favorable. Mais d'une part, il faut essayer de réfléchir pourquoi on en est venu là, et évidemment c'est un manque de dialogue social. Donc tout est dans la nécessité du dialogue social. D'autre part, s'il faut envisager des modifications législatives, je crois qu'il y a un bon système, par exemple, qui marche à la RATP. Alors évidemment, c'est dans un cadre public. C'est-à-dire qu'il faut mieux que la négociation ait lieu avant la grève, et non pas que la grève soit le début de la négociation. Mais ça, on peut l'imposer ? C'est difficile, d'autant que là, il s'agit, comme vous le savez, d'une entreprise privée, Bon. Mais je pense que la clé, c'est d'améliorer d'une façon générale le dialogue social. Et c'est ça qui n'a pas été fait, pas seulement dans ce secteur, mais dans beaucoup d'autres secteurs. Et qu'est-ce que ferait François Hollande, président de la République, par rapport à cette situation, à ces grèves répétées ? Écoutez, moi je parle d'expérience. Quand moi-même, il y a déjà pas mal d'années, j'étais Premier ministre, nous n'avons pas eu beaucoup de mouvements sociaux. Ça dépend aussi, si vous voulez, de la façon dont vous gérez l'économie et le social. Et le souhait de François Hollande, c'est qu'il y ait une détente sociale dans le pays. C'est-à-dire qu'il y ait des négociations qui soient organisées périodiquement. Et puis, s'il doit y avoir des modifications législatives, elles doivent venir en dernier ressort. Oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la ressource financière suffisante pour, y compris d'ailleurs le projet socialiste que vous allez présenter, basé sur une prévision de croissance, la France prévoit d'emprunter cette année 178 milliards d'euros. C'est un peu moins que l'année dernière, mais pratiquement autant. Et l'on risque de perdre le triple A qui va alourdir le coût de l'emprunt. Écoutez, je vais être tout à fait honnête, d'autant que ce sont des sujets que François Hollande m'a chargé de regarder, puisque je prépare, si vous voulez, l'application de sa plateforme à la traduction gouvernementale. Il y a une contrainte financière extrêmement lourde, parce que non seulement, sous le quinquennat de M. Sarkozy, la dette de la France, à la fin du quinquennat, aura augmenté de 600 milliards d'euros. Par rapport à il y a 5 ans, c'est énorme. Mais en plus, ce qu'on oublie parfois, c'est que cette dette est à court terme, c'est-à-dire qu'il faut la refinancer, et qu'elle est souscrite essentiellement par des étrangers, par des non-résidents. C'est ce qui explique une situation d'ailleurs, et c'est étrange, par exemple, le Japon a une dette beaucoup plus élevée que nous, c'est 2 fois sa richesse nationale. Mais comme la dette est souscrite par des résidents japonais, et qu'en plus les taux d'intérêt sont à 0%, quand vous multipliez, je ne sais pas combien, de 300 milliards par 0%, ça vous fait 0. Donc c'est vrai, par rapport à votre question, que la contrainte financière va être extrêmement lourde. Et elle va être encore plus lourde si, par malheur, nous perdons notre triple A. Ce qui serait vraiment la sanction de l'échec de M. Sarkozy. Contrairement à ce que dit aujourd'hui le gouvernement. Ah oui. Non, le gouvernement a pu justifier 2 plans de rigueur et on dit qu'il n'y en aura pas un 3e. Oui, mais enfin ça, vous savez, parole à parole. La réalité, c'est qu'on a déjà eu 2 plans d'austérité et que si, par malheur, le triple A, nous le perdons, enfin la France le perd, ça veut dire que les taux d'intérêt, pour vous, pour moi, pour les entreprises et pour le pays France, seront beaucoup plus chers. Donc c'est une contrainte extrêmement lourde. Alors le gouvernement a un argument qui est absolument spécieux. Il dit mais écoutez, ce n'est pas important. Le même gouvernement qui nous avait dit que c'était un trésor national, et que c'était la preuve que la France était bien gérée quand elle avait le triple A. Donc si c'est la preuve que c'est bien géré quand on a le triple A, si jamais par malheur on le perdait, je vous laisse faire la conclusion vous-même. Le gouvernement nous dit mais ça ne va pas avoir d'effet sur les taux d'intérêt. Regardez les États-Unis d'Amérique qui ont perdu leur triple A et les taux d'intérêt est très faibles. Ça, c'est un argument, on se moque du monde. D'abord, par définition, les États-Unis ne sont pas du tout la France. Et en plus, ce qui se passe là-bas, c'est que la Banque centrale, vous savez, la Banque centrale américaine achète des obligations du Trésor. De même que la Banque centrale britannique achète des obligations du Trésor britannique. Tandis que notre Banque centrale à nous, européenne, refuse d'acheter ces obligations. Et c'est une des raisons pour lesquelles les taux d'intérêt montent. Oui, l'accord du 9 décembre, l'accord européen, sur lequel la droite, actuellement au pouvoir, ne veut pas revenir. Pour vous, c'est un accord qui est fondamental, qu'il faut rediscuter dans la situation actuelle. Et je suis d'autant plus fondé à le dire que M. Van Rompuy, qui est le président du Conseil européen,
a fait circuler à partir de samedi dernier, donc il y a 2 jours, 3 jours, le texte de cet accord qu'on n'avait pas. Bon, qui est donc la traduction de la discussion qu'ont eue les chefs d'État et de gouvernement. Et j'ai regardé ce texte et vraiment, je ne sais pas si l'expression est trop forte, mais je suis horrifié. Pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y a absolument rien pour la croissance. Or, on sait maintenant que si on veut redresser nos comptes et en même temps arriver à faire repartir l'emploi, il faut qu'il y ait un aspect croissance. Il n'y a rien. Et sur l'autre aspect, qui est l'aspect économie budgétaire, ce qui me frappe, c'est que, d'une part, c'est pas de la rigueur, c'est de l'austérité. On va imposer au pays d'avoir non pas 3% de déficit comme avant, au maximum, mais 0,5%. Et c'est le gouvernement des juges. Si ce texte vous tombe sous les yeux, vous verrez que, à la fois, il va falloir soumettre les règles générales à la Cour de justice des communautés européennes. On ne voit pas en quoi des juges non élus pourraient prendre des décisions à la place des élus. Et il faudra, au plan français, soumettre les règles au Conseil constitutionnel. Donc, les juges prennent la place des élus dans un domaine qui est l'essentiel de la souveraineté parlementaire, qui est le budget. Donc, je pense que non seulement ça n'aura pas d'effet positif, mais en plus, du point de vue des principes, c'est pas acceptable. Ça veut dire que vous imposerez à Mme Merkel la renégociation de cet accord ? Le mot est fort. Mais ça veut dire, si vous voulez, que quand un accord qui a été négocié est contraire aux intérêts à la France et de l'Europe, on ne peut pas dire, écoutez, on est pieds et poings liés. Donc, il y aura une rediscussion et nous nous attacherons à apporter les modifications nécessaires pour rendre cet accord acceptable. Un mot encore sur la politique internationale. On peut reprocher peut-être à François Hollande de ne pas être assez connu au plan international. Est-ce que là-dessus, il faut travailler davantage, être plus présent au plan international ? Alors, François Hollande a commencé à faire pas mal de visites européennes. Vous avez vu qu'il est allé voir l'autre jour encore les responsables italiens, le président de la République italienne. Il souffre d'un déficit de notoriété ? Bon, il est connu, mais il n'a pas eu l'occasion, dans son parcours précédent, d'avoir nécessairement tous les contacts avec les responsables internationaux. Mais vous savez, c'est quelque chose qui se complète très vite, et il a l'intention de compléter son parcours européen. Et il m'a demandé, ça se trouve comme cela, au mois de février, de le représenter personnellement. J'irai au Proche et Moyen-Orient et j'irai ensuite en Asie, notamment en Chine, comme son représentant personnel. Mais lui-même a bien l'intention d'insister sur l'aspect de politique internationale qui relève du président de la République. Et redresser l'image de la France, aujourd'hui, qui vous paraît altérée ? C'est indispensable. Si je peux vous raconter une petite anecdote, je me trouvais l'autre jour au Togo et au Bénin. Je rencontrais à la fois les présidents de la République de chacun de ces deux pays et des ministres. Et dans chacun de ces pays, l'un des ministres m'a dit, l'autre jour j'étais en visite en France, j'avais mon visa, mon passeport diplomatique, et on m'a arrêté à la douane en arrivant à Roissy pour faire les vérifications, peut-être même me fouiller. Vous voyez ce que ça signifie, si vous voulez, que des représentants, des ministres de pays amis qui ont leur passeport diplomatique sont soumis à des choses extrêmement humiliantes. Qu'il y ait des visas, oui, qu'il y ait des règles, oui, il faut être bien sûr très précis, mais la France doit avoir une autre attitude. Merci Laurent Fabius, ancien Premier ministre socialiste, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.